Bonjour, bienvenue à ce cours 11, encore une fois qui sera donné sur YouTube. On va avoir le temps d'ici la fin de la session à voir les aspects thématiques société et culture, divisés en deux sujets. Le premier sera l'éducation telle que annoncée. Donc, de la petite enfance à l'université, c'est le cours d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on aura un cours sur santé et société. Ça va inclure plein de choses. On a déjà parlé un peu de la peste, mais on va parler des hôpitaux, on va parler des services sociaux, on va parler de... c'est un cours qui va toucher beaucoup l'histoire sociale, l'histoire des sociétés. Donc, le cours d'aujourd'hui est conçu selon le plan suivant. On va d'abord voir un peu la petite enfance, on va voir la Renaissance carolingienne, les écoles épiscopales, la Renaissance du 12e siècle et l'avènement des universités. Donc, on commence avec les âges de la vie. Alors, il faut voir que ces choses-là, on a ici une image qui est souvent reproduite dans les manuscrits. Ça s'appelle l'arbre de consanguinité parce que on ne peut pas épouser quelqu'un qui a moins de 6 degrés de consanguinité que nous. Et donc, on présente très souvent ces arbres, ça c'est selon la religion chrétienne, on présente souvent ces arbres de la consanguinité, mais ça nous permet bien sûr de voir effectivement des représentations de la famille dans ces arbres de consanguinité. Donc voilà pourquoi je vous en ai donné un exemple avant ce cours. Donc, le schéma le plus courant, parce que il faut quand même voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de modèles et puis que personne s'entend vraiment. Il n'y a pas de loi qui dit comme aujourd'hui, la majorité c'est à 18 ans, après 14 ans, c'est la puberté. On a toutes sortes de façons de le voir, mais parmi la multiplicité des modèles, pardon, une subdivision revient plus fréquemment. La petite enfance jusqu'à la poussée dentaire, c'est-à-dire divisée elle-même en deux phases. L'infantia, ça c'est l'enfant qui ne parle pas, et le temps des dents plantées. Ça, c'est la petite enfance. L'enfance, ça va jusqu'à 7 ans. Et l'adolescence ou seconde enfance, c'est là que les modèles sont très, très flexibles. Ça peut aller de 14 ans minimum, mais ça peut aller jusqu'à 25, 30 ans, même selon les auteurs, parce que quand on parle, par exemple, des abbayes de jeunesse, qui sont des regroupements d'adolescents, souvent des étudiants, mais ça peut aussi être des adolescents dans des villes. Les abbayes de jeunesse, leurs membres ont 25, 30 ans. Et on les considère comme des adolescents, c'est-à-dire tant qu'ils sont pas mariés, on les considère comme des adolescents. Alors, dans l'Antiquité, la vie humaine donc est déjà divisée en trois phases, hein. L'enfance, l'âge viril et la vieillesse. C'est lié à la croissance, hein, du début de la stabilité jusqu'au déclin. Chaque âge est représenté par un personnage de sexe masculin doté de caractéristiques physiques ou matérielles. Ainsi, dans les fresques qu'on retrouve à Rome, l'enfant apprend à marcher, il joue à la balle, aux devinettes, hein. Le Moyen Âge, donc, a hérité de cette division de la vie, des âges de la vie de l'Antiquité. Mais le nombre de phases, donc, varie beaucoup selon les auteurs et les siècles. Des fois, il y a 3 phases, 4 phases, 6 phases, 7 phases, 10 phases, 12 phases. À l'intérieur de ces schémas-là, liés à la symbolique des nombres, il existe aussi des subdivisions un peu plus fines qui correspondent davantage à des réalités biologiques, psychologiques ou même sociales, comme je le disais tout à l'heure, l'adolescence qui dure jusqu'à un certain peut aller jusqu'à 25, 30 ans, ça dépend de la condition en fait du statut dans la société. Donc, la jeunesse elle-même, hein, quand je parlais des abbayes de jeunesse tout à l'heure, la jeunesse elle-même, jusqu'à 28 ans, peut aller là, jusqu'à ce qu'on se marie.
Alors, on le voit, donc les mots n'ont pas tout à fait le même sens au Moyen Âge que de nos jours. Quand on parle de jeunesse, aujourd'hui, nous, on parle d'avant 21 ans, jusqu'à 30 ans des fois, mais là, on doit considérer la jeunesse comme une période de la vie qui est beaucoup plus longue et qui correspond un peu à une absence de responsabilité ou une absence de responsabilité juridique, hein, c'est-à-dire avoir une famille, avoir une femme, avoir des enfants, avoir un foyer. Pour les parents, néanmoins, le fœtus n'est pas un tout petit animal sans conscience, comme on l'a souvent dit. Hein, on parle souvent qu'au Moyen Âge, on n'a pas la conscience là, d'un fœtus. Non, lui-même, on lui prête là toute une personnalité, comme aujourd'hui. On pense qu'il a peur dans le noir, on pense qu'il éprouve des sentiments, qu'il s'ennuie ou au contraire qu'il joue dans le ventre de la mère. Il peut tomber malade dans le ventre de la mère et on croit qu'il peut décider par lui-même de ne pas naître et de remonter plus haut dans l'utérus maternel. C'est une condition physique qu'on appelle la montée de la matrice, qui n'est pas toujours due à la volonté de l'enfant, mais qui est une condition qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existait dans le temps. Alors, on pense aussi que l'enfant est capable de prier à l'intérieur du ventre. Et pour les médecins, le fœtus est un enfant à part entière. Il mérite ce nom dès qu'il prend la forme humaine, comme l'affirme Constantin l'Africain au XIe siècle. Il a donc reçu le don de l'âme par Dieu, par infusion à l'intérieur du ventre. Pour Barthélemy Langlais, qui est un encyclopédiste du 13e siècle, qu'on va souvent convoquer là, dans le cours, parce que il a aussi fait des manuscrits illustrés qui nous permettent là, de vous montrer quelques exemples. L'animation du corps se produit au 46e jour de la grossesse précisément, sans considération de sexe, alors que par exemple pour Aristote, qui est un philosophe là, de l'Antiquité, mais qui est très 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 suivi au Moyen Âge, et l'Église va s'appuyer aussi là, sur cette vision. Elle s'effectue l'animation du corps, c'est-à-dire l'infusion de l'âme dans le corps. Ça se passe au 40e jour de la conception pour les garçons et 90 jours après pour les filles. Donc, c'est une question qu'on s'est posée, la lourdeur de l'âme des hommes par rapport à la lourdeur de l'âme des femmes. Ça veut dire leur valeur aussi en même temps. Ensuite, le fœtus, on pense que la grossesse, nous, on sait qu'elle dure 9 mois. Mais bizarrement, dans les traités antiques et médiévaux, des fois c'est 7 mois, des fois c'est 8 mois, c'est assez rarement 9 mois. Alors, bien sûr, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes qu'aujourd'hui pour déterminer exactement quand la grossesse commence. Et donc, grosso modo, ça arrive à peu près 7-8 mois après qu'on s'en soit rendu compte, c'est-à-dire après qu'il y ait déjà, qu'on voit déjà la grossesse. Alors, on a quand même quelques représentations là, de fœtus. Là. On voit ici les évangiles apocryphes racontent que lors de la rencontre d'Élisabeth et de Marie, enceinte, Jean-Baptiste a tressailli dans le ventre de sa mère en reconnaissant la présence de l'enfant Jésus. Donc, vous voyez qu'on prête au fœtus des réactions humaines normales. Il a tressailli, là. Et voici quelques représentations ici là, de fœtus qu'on représente comme des enfants déjà formés, parce qu'on ne sait pas bien sûr la notion, on ne fait pas d'échographie à cette époque-là, donc, mais quand même, on essaie de représenter, si on veut, l'enfant dans le ventre de sa mère, dans les traités médicaux. Donc ça, c'est pour la médecine. Qu'est-ce que le droit dit sur les enfants? Le fœtus n'a droit au nom d'enfant qu'après sa naissance, c'est-à-dire que dans le ventre de sa mère, il n'est pas juridiquement présent. Dans ce cas, quand il est dans le ventre de sa mère, il est appelé fruit ou ventre enceint. Mais néanmoins, même s'il n'est pas un enfant, il a quand même un certain nombre de droits. On lui reconnaît certaines capacités. Comme quand on parle là, de
du ventre qui a tressailli tout à l'heure, mais on leur reconnaît une capacité d'agir à l'intérieur du ventre. Il a donc une conscience éveillée, l'enfant, à l'intérieur de l'utérus, et comme il a une conscience éveillée, il a un certain nombre de droits. En particulier, et contrairement à aujourd'hui, il est considéré comme un héritier à part entière, c'est-à-dire que même avant d'être né, on lui reconnaît de ne pas être lésé dans l'héritage. Le fœtus reçoit son statut d'homme libre ou de serf aussi, in utero, c'est-à-dire que ta condition, servile ou noble, t'est donnée déjà à l'intérieur du ventre, donc avant même ta naissance. Alors, ça, c'est la première petite enfance, c'est-à-dire celle qui survient avant les premières dents, avant les dents plantées. Donc, on va voir aussi là, qu'est-ce que la petite enfance comme telle. Ici, on voit, alors, il faut tout de suite peut-être dire que, contrairement à toute une historiographie de la famille qui date des années 90 à peu près, les années 80-90, qui disait que en fait, l'enfant au Moyen Âge, avant la période moderne, n'avait pas droit de citer, qu'on le traitait, qu'on n'avait pas le même amour qu'on a pour les enfants depuis que la famille est plus nucléaire, depuis les temps modernes. Bon, et bien sûr que les médiévistes ont horreur de ce genre de généralisation. Et effectivement, on comprend au contraire que l'enfant, il est très souvent représenté dans les enluminures et on lui accorde toute sa jeunesse, notamment bien sûr dans les familles nobles. Mais on va voir là qu'il y a toutes sortes d'autres exemples où des enfants, on leur accorde le droit de jouer. Donc, c'est la petite enfance, le moment de la vie où le jeu est la partie la plus importante de sa vie. On voit ici un enfant dans son déambulateur et on représente ici ce qui est généralement le schéma le plus répandu, c'est-à-dire les 4 âges de la vie. L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, et l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. Vous les avez, les 4 âges de la vie dans cette image. L'âge de 3 ans est considéré comme le début de la lente transformation de l'enfant vers l'adulte. C'est l'âge de la parole, de la maîtrise, de la marche, de la course, de l'habileté manuelle. L'âge de 5 ans, qui revient constamment sous la plume des gens de lettres et des hommes d'église, est considéré comme un âge de pré-raison, comme je viens de le dire, l'âge du jeu. Les parents estiment que c'est le moment de commencer l'éducation de leurs enfants, même s'ils ne vont pas à l'école, même s'ils n'ont pas atteint l'âge de raison qui est 7 ans, selon Barthélemy Langlais, mais c'est très répandu comme conception. Donc, les enfants de moins de 7 ans ne pensent qu'à jeu et esbattement, comme dit Barthélemy Langlais, c'est-à-dire ils ne pensent qu'à jouer. Et le pédagogue Philippe de Novare mentionne un adage, semble-t-il, répandu en son temps. Toujours dit-on que l'on doit protéger son enfant contre le feu et l'eau jusqu'à ce qu'il ait passé 7 ans. Parce que on considère que 7 ans, c'est l'âge où il est capable de comprendre si on lui dit tu vas te brûler, si on lui dit tu vas te blesser, mais qu'avant 7 ans, il faut toujours le protéger, être là pour être sûr qu'il ne se passe rien. On voit ici un enfant jouer avec une toupie, qui vous montre que le jouet lui-même, la toupie existe, elle existait déjà dans le temps des Romains. Donc, c'est un jouet qui a toujours été très prisé. Et là, on sollicite encore ce Barthélemy Langlais dans le livre des propriétés des choses, parce que il illustre en fait tous ces éléments là, de l'éducation des jeunes enfants et de la vie des jeunes enfants. Donc, partout en Occident, 7 ans, c'est à peu près reconnu comme étant une césure, le moment où intervient la raison, l'âge de raison où on peut là raisonner un enfant. Les enfants sont donc considérés à ce moment-là comme des paroissiens et ils ont l'obligation d'assister à la messe le dimanche à partir de l'âge de 7 ans. Avant 7 ans, c'est pas obligatoire, mais après 7 ans, comme ils sont en âge de comprendre, on exige d'eux qu'ils assistent à la messe le dimanche.
On commence aussi à leur apprendre les prières pour justement qu'ils puissent suivre la messe et agir en tant que croyants. Et l'enfant de cet âge, donc, est jugé capable déjà d'assumer des responsabilités matérielles. On commence à il devrait savoir qu'est-ce qui est le bien et le mal, et il est donc susceptible d'être puni. Avant 7 ans, ce n'est pas conseillé de punir les enfants, mais après 7 ans, comme il est censé comprendre, il est censé aussi pouvoir recevoir des punitions. Et il y a un texte là-dessus qui est très recopié au Moyen Âge et donc qui doit circuler beaucoup, qui s'appelle La discipline des jeunes gens après l'âge de 7 ans et donc qui montre qu'on peut les discipliner à partir de cet âge-là. On voit ici un enfant qui reçoit puni par le bâton. Donc, le père, de toute façon, est en droit de punir ses enfants selon le droit romain et médiéval. Et donc, c'est à partir de l'âge de 7 ans qu'on comprend que l'enfant qui a l'âge de raison est susceptible donc de recevoir des punitions. Dès l'approche de l'âge de la raison, l'enfant doit commencer à être scolarisé. On dit à peu près 6 ans, où là, il commence à comprendre. Donc, un peu avant l'âge de raison, on commence tout de suite à essayer de lui inculquer un certain nombre de connaissances. Par exemple, Guy de Nantais, il va dire qu'à 6 ans, on apprend à un enfant à jouer aux échecs. Donc, on voit que les attentes sont quand même élevées. C'est pas un petit jeu, là. C'est un jeu quand même qui demande beaucoup de stratégie et puis beaucoup d'intelligence. À partir de 7 ans, donc, tout enfant est jugé bon pour aller à l'école. Pour l'enseignement du latin et l'initiation, bien sûr, au savoir-être, c'est-à-dire ce qu'on appelle les bonnes manières, comment se comporter. Dans l'idéal, les pédagogues, parce qu'il y en a beaucoup au Moyen Âge là, qui écrivent ce type de livre où là, on donne des conseils pour savoir comment éduquer son enfant. On veut que la transition soit douce entre l'âge de la pré-âge de raison et l'âge de raison. Et on veut quand même que les parents soient tolérants, même si on est en droit de les punir, on veut qu'ils gardent une certaine tolérance. Alors, Barthélemy Langlais, encore une fois, dit qu'il est inutile de frapper un enfant en dessous de l'âge de 7 ans, car il ne comprend pas pourquoi il a été puni. Et Aldebrandin de Sienne conseille aux parents d'engager un pédagogue qui ne fonde pas sa méthode éducative sur les coups. C'est donc les coups de bâton. Et donc, on voit là que on n'est pas dur, en fait, envers la petite enfance, particulièrement autour de l'âge de raison, même si on est en droit de les punir et qu'avant on ne les punit pas, on voudrait que la transition soit douce et vivable. Vous avez ici une représentation d'un enfant qui apprend là, à former des lettres, donc parce que c'est justement l'âge où on va commencer à leur apprendre à lire et éventuellement à leur apprendre à écrire. Donc, entre 7 et 12 ans, donc à partir de l'âge de raison jusqu'à la puberté, les enfants sont sollicités pour faire des travaux à la maison, des travaux domestiques, mais surtout des travaux agricoles. Ils sont donc sollicités pour travailler dans les champs. Gaston Phébus, qui est le prince du Béarn et qui nous a laissé une littérature là, domestique, estime que pour obtenir des chasseurs compétents, il faut les former progressivement dès l'âge de 6 ans. D'ailleurs, je pense qu'on a peut-être une image. Oui, voilà, le livre de la chasse de Gaston Phébus, où on voit là, de jeunes enfants, des enfants agir là, dans la chasse. Mais il laisse entendre néanmoins que 12 ans est un âge plus favorable pour la formation professionnelle, c'est-à-dire l'enseignement des armes, l'entraînement des armes, et s'étonnent, tu sais, c'est toujours la même chose, hein, les gens s'étonnent toujours, les plus vieux s'étonnent toujours de la jeunesse de leur temps. Alors il dit, je cite, « L'enfant d'aujourd'hui qui en sait plus que ce qui lui plaît ». Hein, ça veut dire, c'est des petits, ils pensent qu'ils savent tout, mais en fait, ils savent rien. Bon, c'est pour vous dire que le temps, la nature humaine ne change guère sur les siècles.
Et à partir donc de 10 ans à peu près, on peut lui donner des responsabilités à l'enfant. Le petit Jean de Brie, par exemple, se voit confier de nouvelles responsabilités. Il mène l'attelage de chevaux à la charrue. Il charge un troupeau de 10 vaches à lait avant de s'occuper de 24 agneaux doux et innocents. Hein, je cite là un des traités d'éducation. Et vers 11 ans, le même Jean de Brie, vu que le dit Jean croissait en âge et en science pour la garde des animaux, on lui laisse la garde d'un troupeau de 26 moutons. Il assurera ce rôle jusqu'à 14 ans, auquel on lui confiera cette fois 200 brebis. Donc, vous voyez que graduellement, on augmente sa responsabilité dans les charges agricoles, notamment du pâturage. À 12 ans, c'est aussi la majorité pour les filles, on peut les marier. Alors, il faut comprendre, je pense en avoir déjà parlé, mais peut-être que j'aurai l'occasion, j'en ai peut-être pas, j'ai peut-être pas élaboré là-dessus, que en fait, on marie les filles à partir de leur première puberté, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que ce modèle matrimonial d'un homme mature et d'une femme nubile est répandu dans les sociétés pré-industrielles? Mais c'est un peu à cause d'une part du ratio homme-femme qui n'est pas le même qu'aujourd'hui, mais aussi parce que pour assurer, comme il y a beaucoup de mortalité en couche, pour assurer une période de fertilité plus grande, il faut marier les femmes dès qu'elles sont en mesure d'avoir des enfants, puisque comme beaucoup mourront en couche, beaucoup mourront ensuite avant l'âge d'1 an, pour obtenir une famille nucléaire de 3 ou 4 enfants, ce qui est à peu près normal et ce qui est économiquement viable, ben, il faut que la période de fécondité féminine soit très longue. Alors, c'est sûr que les filles sont sollicitées pour être mariées très jeunes. Sachez, moi je veux pas défendre ça d'aucune façon, mais sachez qu'il reste que le 18 ans, qui est notre majorité légale civique, elle n'est pas liée à aucun élément biologique, elle n'est pas liée à aucune... Alors que disons que l'âge au mariage, suite à la fécondité féminine, ben là, il y a une raison biologique, si vous voulez, pour ça. Bien sûr, on n'est pas pour là, que les femmes se marient à 13-14 ans et qu'elles soient toutes jeunes mises en mariage, mais on n'est pas dans le même contexte, ni social, ni économique. Donc, 12 ans, on commence à pouvoir marier les filles. À 14 ans, c'est la majorité pour les garçons. Alors, mais dès l'âge de 12 ans, donc se pose la question de la sexualité et contrairement à l'enfance, qui est souvent vue de façon un peu idyllique là, par les pédagogues du Moyen Âge, l'adolescence est très mal vue et considérée comme l'âge de l'impureté. On voit ici un mariage entre deux adolescents qu'on a représentés plus petits, n'est-ce pas, pour montrer qu'ils sont plus jeunes, parce qu'on représente aussi encore même Jésus comme un homme miniature, hein, on n'a pas encore adopté là, les traits qui seront ceux là, développés au 14e, 15e siècle là, et qui va devenir l'enfant Jésus, qui est un vrai bébé, là, on représente l'enfant Jésus ou les adolescents comme des hommes ou des femmes en plus petit. Et on voit ici une image là où on représente une adolescente dévoyée là, qui c'est pas un bon moment l'adolescence, là. Surtout dans le monde chrétien, c'est pas. Mais en fait, ce qui correspond pour nous à l'adolescence, c'est déjà au Moyen Âge l'âge adulte. C'est-à-dire que sur le plan civique, donc 14-15 ans correspond à l'âge adulte au Moyen Âge, et des garçons de 14 et 15 ans sont couramment engagés dans des milices urbaines, par exemple. 14 ans, c'est l'âge minimum de l'entrée à l'université. Et beaucoup entrent à l'université à l'âge de 14 ans. Qui est réservé aux hommes. L'université, il n'y a pas de femmes on va voir ça tout à l'heure, là, mais sachez tout de suite que ce n'est que les garçons de 14 ans qui peuvent entrer à l'université. Dans le monde du travail, c'est l'âge 14 ans standard du début de l'apprentissage dans les métiers.
Comme l'écrit Philippe de Beaumanoir dans ses Coutumes Beauvaisis, il va dire « Tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de 15 ans, ce sont des enfants. » Donc, en quelque part, avant 15 ans, c'est un enfant, un adolescent. Après 15 ans, c'est déjà l'âge adulte. Ici, on voit un adolescent là, qui... oui, ça, c'est ce que je vous viens de vous dire. Ici, on voit un adolescent là, qui travaille là, pour un boucher là, en fait, chez un baleinier, pour être plus explicite. Donc, vous voyez que les enfants, c'est pour vous montrer un exemple d'apprentissage chez les jeunes enfants. Alors, on a dit tout à l'heure que à partir de l'âge de 7 ans, 6 ans, 7 ans, on commençait à les scolariser. Et là, on va commencer à se préoccuper des écoles. Quand ils vont à l'école, où vont-ils? Et on va regarder d'abord les écoles qu'on a déjà vues au règne de Charlemagne, c'est-à-dire les écoles carolingiennes. Alors, pour revenir un peu sur ce phénomène de l'école, il faut dire que l'école romaine n'a jamais été abolie. C'est juste que les Germains n'ont pas eu la même capacité de maintenir les infrastructures romaines, que ce soit les écoles, les dispensaires ou les ponts et les aqueducs. C'est-à-dire que pendant le Haut Moyen Âge, il y a une espèce de laisser-aller du point de vue des infrastructures, parce que ce sont des infrastructures onéreuses à maintenir, payer des maîtres, etc. Donc, elle n'est pas abolie, l'école, mais elle vivote dans les endroits où on est en mesure de la maintenir, mais il y a bien des endroits où on n'est plus capable de tenir des écoles. Mais déjà au 7e, 8e siècle, on commence à se dire qu'il va falloir qu'on agisse, parce qu'il va falloir qu'on ait un système scolaire. Et donc, le modèle de l'éducation médiévale va se diffuser dans l'Occident, notamment grâce aux missions des moines irlandais qui se promènent beaucoup. Et le modèle d'une culture enseignée, mais presque exclusivement au clerc, va se répandre. On voit ici les centres d'études carolingiens entre le 8e au 8e et au 9e siècle. Vous voyez là comment se diffuse là, cet enseignement essentiellement clérical et les centres, les plus importants centres où se diffuse cette éducation, si vous voulez. Alors, on a vu que la Renaissance carolingienne est une période de renouveau de la culture et des études en Occident, notamment sous les empereurs au 8e et 9e siècle. On pense particulièrement à Charlemagne, bien sûr, puisque c'est lui qui a fait toute une série de réformes scolaires. Mais Louis le Pieux et Charles le Chauve vont maintenir cet héritage-là pendant quelques générations. Principalement, on voit qu'il y a des progrès sensibles qui sont effectués dans le monde des écoles chrétiennes. Cette réforme est supportée, elle est engagée, on l'a vu, par tout un groupe de lettrés qui entourent Charlemagne. Les principaux acteurs dans cette réforme scolaire sont Alcuin et Ginard, rappelez-vous, qui est son chroniqueur attitré, Rambamort, des Jean Scott Érigène aussi, qui sont dans l'entourage de Charlemagne. Le but, on s'en rappelle, c'était de rehausser l'éducation morale aussi du clergé pour en faire des fonctionnaires de l'État, des missi dominici. On voit ici Rambamort, présenté par Alcuin, donc on voit ce cercle-là d'intellectuels, et ça va donner lieu à une législation scolaire qu'on a déjà regardée. On va relire encore la source Admonitio Generalis, qui est le capitulaire qui démarre cette réforme de l'école, qu'on rassemble non seulement les fils de condition modeste, mais les fils bien-nés. On s'est rappelé que je vous ai expliqué que les fils bien-nés avaient tendance à vouloir seulement être instruits dans le maniement des armes et que là, on voudrait les obliger, n'est-ce pas, à faire quand même un peu d'études. Qu'il y ait des études pour l'instruction des garçons. On se rappelle qu'il n'y a que les garçons qui ont droit à l'école, que dans chaque évêché, dans chaque monastère, on enseigne les psaumes, les notes, le chant, le calcul, la grammaire, et que l'on ait des livres soigneusement corrigés.
car souvent les hommes voulant prier Dieu le prient mal à cause des livres incorrects qu'ils ont dans les mains. Ne permettez pas qu'ils nuisent à vos enfants, qu'ils les lisent ou les copient. S'il est nécessaire de vérifier un psautier et un missel, qu'on emploie des hommes capables qui y mettent toute leur application. Pourquoi on sort toujours ce capitulaire? Mais c'est parce qu'il englobe pas mal tout ce que la réforme, toutes les ambitions de cette réforme scolaire, c'est-à-dire relever le niveau moral, instruire davantage les jeunes garçons, en faire des clercs instruits, et surtout s'assurer que les livres qu'on a à notre disposition sont bien corrigés, sont bien recopiés. Donc, voilà, cette législation, elle est très claire. On peut quand même examiner un autre exemple de lettre qui est envoyée là, dans le cadre de cette réforme scolaire. Je la lirai pas au complet, mais je vais aller jusqu'à la phrase importante. Charles, par la grâce de Dieu, roi des Francs et des Lombards, patrice des Romains, au nom de Dieu Tout-Puissant, salut. Ça, c'est la formule que j'ai conservée. Sache votre dévotion agréable à Dieu, qu'après en avoir délibéré avec nos fidèles, nous avons estimé que les évêchés, les monastères, qui, par la grâce du Christ, ont été rangés sous notre gouvernement, outre l'ordre d'une vie régulière et de la pratique de la sainte religion, rappelez-vous les bénédictins, hein, doivent aussi mettre leur zèle à l'étude des lettres, bien sûr, et à les enseigner à ceux qui, Dieu aidant, peuvent apprendre, chacun selon sa capacité. Donc, on va ajouter, là, si vous voulez, aux impératifs des ordres monastiques, non seulement de maintenir des scriptoriums pour recopier, mais de se préoccuper d'enseigner aux jeunes enfants. Ce qui veut dire qu'on va avoir de plus en plus dans les monastères, les évêchés, bien sûr, comme on l'a dit, les abbayes, on va avoir toujours des petites écoles qui vont se former et qui vont se charger d'enseigner aux petits garçons des alentours qui vont commencer donc leur scolarité en quelque sorte dans ces écoles qu'on appelle des écoles épiscopales, mais il faut dire que ces écoles-là aussi sont dans donc voilà, les écoles épiscopales. Hein. On les retrouve dans les monastères et les abbayes, mais le modèle, si vous voulez, c'est l'école de l'évêché, parce que souvent, c'est à l'évêché qu'on a assez de place pour faire une école. Donc, entre le règne de Charles Chauve et le 12e siècle, les sources deviennent à peu près muettes sur l'école. Donc, ce qu'on a, c'est pas grand-chose au tout début du Moyen Âge, une espèce de recrudescence juste un peu avant le règne de Charlemagne, avec Césaire d'Arles, par exemple, qui commence à parler qu'il faudrait des écoles. Le règne de Charlemagne, où on va faire une réforme scolaire, les règnes des quelques générations qui le suivent. Ensuite, silence radio. C'est-à-dire, on n'a rien. On n'a pas de source sur les écoles. Au 12e siècle, on voit apparaître des documents sur les écoles épiscopales. Les écoles épiscopales étaient à la charge des chanoines, de la cathédrale, et elles étaient dirigées par un bénéfice qu'on voit apparaître au 12e siècle, qui s'appelle l'écolâtre. Je pense que j'ai bien ça ici. Oh, on n'est pas rendu là. Excusez-moi, je reviens à mon école épiscopale. Donc, dans ces écoles épiscopales qui nous apparaissent au 12e siècle, on sait qu'elles existent avant, mais on n'en entend pas parler. À partir du 12e siècle, on commence à entendre parler de ces écoles, justement parce qu'on a créé un bénéfice qui s'appelle l'écolâtre et qui est chargé de décerner les licences d'enseigner. On se dit qu'à un moment donné, il y a eu prolifération de maîtres et qu'il a fallu réglementer en quelque part la capacité d'enseigner. Donc, la dernière fois qu'on en entend parler, on dit, faut que tout le monde essaie d'enseigner. Et là, au 12e siècle, on voit, il y a presque trop de monde qui enseigne, là. On veut vérifier si ces gens-là sont compétents. Et donc, l'Église va créer un bénéfice qu'on appelle l'écolâtre. L'enseignement, comme il se présente dans ces écoles épiscopales qui nous apparaissent au 12e siècle, est assuré par des maîtres, c'est-à-dire les professeurs de l'époque. Ces maîtres sont des clercs et qui ont terminé des études, et qui ont obtenu la licence d'enseigner de la part d'un écolâtre.
Et donc, cet enseignement-là est gratuit, mais on sait que ces maîtres-là peuvent recevoir des cadeaux des étudiants. L'école épiscopale de Paris est située sur l'île de la Cité. Rappelez-vous, je vous ai souvent montré la carte. Et elle existait déjà, cette école-là, sous le règne de Charlemagne. C'est une des premières écoles épiscopales dont on a connaissance. Une partie des étudiants et des maîtres, en fait, elle était soumise, cette école épiscopale, à la direction du chancelier. Et donc, les étudiants et les maîtres de cette école supportaient de moins en moins l'ingérence, si vous voulez, de ce chancelier dans les études. Et ils ont décidé à un moment donné de faire sécession. Et pour se soustraire à l'autorité du chancelier qui régnait sur l'île de la Cité, ils vont déménager. Tous les maîtres et les étudiants vont s'en aller sur la rive gauche de Paris, qui est encore connue aujourd'hui comme la partie la plus, le quartier latin, c'est là que les universités, c'est là que les étudiants, mais c'est à partir de ce moment-là, au 12e siècle, lorsque les étudiants et les maîtres vont faire sécession pour se soustraire à hougue, au joug du chancelier, de l'archevêque de Sens, qui était l'évêque de Paris. Ils vont donc déménager sur la rive gauche. Et c'est de cette sécession, c'est de ce déménagement qu'est née l'université. La communauté formée par les étudiants et les maîtres donc s'organise contre l'école épiscopale de l'île de la Cité, et leur objectif donc c'est de se soustraire à l'ascendant du chancelier et de l'évêque. Mais avant de voir cette naissance-là de l'université, dont je viens d'expliquer quelques éléments qui y tendent, qui vont nous amener là graduellement, il faut qu'on voit quelque chose de très important qui a joué un rôle énorme là, dans le développement là, de ces universités, c'est la Renaissance du 12e siècle. Ce qu'on appelle la Renaissance du 12e siècle. Vous avez vu qu'il y avait la Renaissance carolingienne, dont on entend très souvent parler. La Renaissance du 12e siècle, parfois un peu moins, c'est un petit peu moins médiatisé, mais c'est très important de comprendre ce qui s'est passé entre les 11e et 12e siècles. Alors, c'est une période majeure du renouveau du monde culturel au Moyen Âge, et ça a été mis en évidence par les travaux, par exemple, de Bernard Rivemont, Jacques Le Goff ou Jacques Verger. Alors, d'abord, c'est stimulé par un contexte de prospérité. On revient là quelques cours en arrière. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la période de défrichement, l'essor technologique, l'essor démographique, l'essor des villes. Donc, on est dans une période où il y a une prospérité économique, un renouveau des foires, sédentarisation des marchands. On a beaucoup de prospérité, mais aussi, donc c'est pas seulement sur le plan démographique ou économique, mais c'est une période de réforme. Rappelez-vous la réforme grégorienne. Et c'est une période aussi d'intense mobilité. Une mobilité qui est souvent exemplifiée uniquement par les croisades, mais en fait, les croisades sont un phénomène qui est appuyé par beaucoup d'autres mobilités à l'époque, qui est favorisé par une certaine paix, la paix de Dieu, la trêve de Dieu, qui assure donc la sécurité des chemins et qui fait qu'on peut se promener. Alors, de cette mobilité, on va donc se promener davantage, et on va surtout aller dans les mondes plus au sud. Deux pôles de la transmission des connaissances se situeront en Italie, principalement à Salerne ou au Mont Cassin, en tout cas dans le Bénévent, et en Espagne, dans la région de Tolède. Alors, il va se développer dans ces deux pôles-là un élan de traduction très intense, souvent
souvent l'objet d'un mécénat d'évêques, d'archevêques et même de princes, hein, parce que pour l'Espagne, par exemple, Alphonse le Sage a été un grand mécène des traductions, mais c'est un mouvement de traduction qui va prendre toute la littérature, à la fois antique et arabe, diffusée dans la langue arabe. Donc c'est énorme, parce qu'il faut comprendre que lorsque les Arabes sont sortis de la péninsule arabique, qu'ils ont envahi l'ensemble du croissant fertile, ils ont traduit eux-mêmes du grec, du syriaque à l'arabe, toutes les sciences qui existaient à l'époque, et ils ont, eux, sur cette base, construit une science originale qui est dominante à l'époque. On en parle peu parce qu'on parle toujours de l'Occident, mais en fait, l'Orient, à ce moment-là, autour du 12e siècle, est beaucoup plus, entre guillemets, avancé en termes non seulement scientifiques, mais juridiques et politiques que le monde européen. C'est pour ça d'ailleurs que le choc entre les cultures, quand on parle des croisades, c'est que, en fait, les chrétiens qui arrivent dans ce monde qui est déjà développé, dans lequel il y a d'immenses bibliothèques. Et donc, on va commencer à prendre tout ce savoir ancien, babylonien, chinois, grec, romain, traduit par les Arabes, plus tout ce que eux ont produit. On va traduire ça en latin. On passe, souvent, ce sont des traductions qu'on appelle à quatre mains. C'est-à-dire que, par exemple, en Espagne, on a un arabe qui va, on va prendre donc un traité qui est écrit en arabe, et c'est un juif qui connaît l'arabe et qui connaît la langue vulgaire, vernaculaire, espagnole, qui va le traduire au clair en espagnol, et lui va le prendre de l'espagnol et le traduire en latin. On appelle ça des traductions à quatre mains. Dans ce cadre-là, les Juifs, qui eux déjà maîtrisaient beaucoup de langues et beaucoup de langues locales, ont été des intermédiaires indispensables à ce mouvement. Il y a beaucoup de traductions qui se sont faites sans eux, mais ils ont été très très souvent l'intermédiaire entre la langue arabe et la langue latine par le biais, par le truchement de la langue locale, que ce soit l'espagnol, le français, le moyen anglais, le moyen allemand. Donc, il va y avoir de ce fait une explosion des savoirs. Autant le haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge central étaient caractérisés par une pauvreté des livres. C'est pas pour rien que Charlemagne veut qu'on les recopie et qu'on les copie bien, c'est parce qu'ils sont rares. Là, on va avoir une profusion de savoirs, profanes principalement, pas juste des savoirs religieux. Rappelez-vous que au temps de Charlemagne, ce qui était important, c'est de relever l'éducation morale du clergé, donc principalement, c'était des écrits religieux. Mais là, on va avoir accès à tout ce que la science arabe avait à offrir, c'est-à-dire les mathématiques, notamment les chiffres, le zéro, l'astronomie, la physique, l'optique, la médecine, l'agronomie. Tout ça va être traduit en latin. Et donc, il y a un renouveau pour les sciences, un renouveau donc pour le savoir, strictement pour le savoir, hein, pour la curiosité de savoir. C'est un siècle de l'essor d'une véritable classe d'intellectuels. Selon les mots de Jacques Le Goff, là, que vous voyez, l'épanouissement aussi d'une culture de cour, hein, de la littérature courtoise. Donc, c'est vraiment un moment extrêmement important. Donc, l'université naît de cette conjoncture particulière qui permet à l'Occident d'accéder rapidement à une masse de savoir profane qui circule en Orient et dans toute l'Europe et dont l'Occident avait été privé dans les premiers siècles du Moyen Âge. Donc, un nouveau mouvement de circulation des idées s'amorce et on va se retrouver avec un engouement certain pour l'enseignement et une prolifération des maîtres. Alors, les maîtres, il va y en avoir, quand je vous dis tout à l'heure qu'on crée un bénéfice pour une charge d'écolâtre, c'est parce que tout à coup, des maîtres, il y en a partout qui veulent enseigner, puis il y a des disciples qui se retrouvent autour d'eux, ils se promènent de ville en ville, puis ils enseignent, et ils enseignent, et ils enseignent.
Alors, donc, voilà. Ils enseignent, ils enseignent, ils enseignent, et on a tout à coup accès à toute la philosophie antique, notamment à Aristote. Aristote, ça va devenir très important au 13e, 14e siècle dans les milieux intellectuels parce que Aristote a devisé un système du monde qui est extrêmement attractif, très attrayant. Il a catégorisé, il a fait des catégories de toutes les activités humaines, il a fait des catégories en philosophie naturelle, les animaux, les plantes, les planètes, la physique d'Aristote, la métaphysique d'Aristote, la dialectique d'Aristote. En fait, l'université naît de cette présence nouvelle de la philosophie grecque dans le monde européen. Et cette philosophie grecque, elle se heurte quand même jusqu'à un certain point à la théologie, à la vision du monde qui est donnée par l'Église. Et au départ, il va y avoir des grosses frictions entre ce renouveau aristotélicien qui propose une vision du monde rationnelle et l'Église qui propose une vision du monde providentiel dans lequel Dieu intervient à tout moment. Alors, donc, et Aristote, bien sûr, est le maître de toutes ces sciences dont je parlais tout à l'heure, mathématiques, astronomie, physique, médecine, chimie, etc. Alors, les savoirs profanes qui circulent se présentent donc comme autant de contenus scientifiques qui commencent à circuler, qui va causer le phénomène dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'augmentation, la multiplication des maîtres et des étudiants dans le monde occidental. Et donc, cette multiplication des maîtres et des étudiants, elle se fait selon 3 paramètres avant d'arriver au modèle universitaire. Elle se fait selon 3 paramètres. D'abord, ce sont des maîtres qui circulent et qui attirent autour d'eux des disciples. Donc, une école, c'est un maître. Alors, on peut avoir des maîtres qui circulent, comme je l'ai dit, mais ça peut aussi être dans des écoles épiscopales qu'on a un clerc, un abbé même, qui peut être beaucoup plus, qui a beaucoup plus de connaissances que les autres et qui, autour de lui, accueille des disciples. Mais généralement, effectivement, l'école, c'est le maître. C'est-à-dire quand lui meurt, ben, l'école tombe. On a une fréquentation accrue, plus d'étudiants qui veulent suivre des maîtres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout selon un modèle de recherche du savoir pour le savoir, c'est-à-dire la curiosité. Là. Il y a plus, là, on veut plus former des Messie Dominici, on veut savoir. Cette soif de savoir est ce qui caractérise le 12e siècle. On voit ici un maître d'école et un écolier. On va voir aussi ici, je pense, l'avènement des universités. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte-là que vont naître les universités. Les 3 premières universités en Europe sont l'Université de Paris, en fait 4, excusez-moi. Il y a 4 premières universités, c'est parce qu'il y en a une qui est souvent oubliée. C'est Paris, Montpellier, Bologne et plus tard Oxford. Ce sont des créations spontanées. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui les a installés là, il n'y a personne qui leur a donné des statuts. On va voir tout à l'heure que rapidement, le pape, l'Église va vouloir s'entremettre de cette nouvelle éducation, mais les premières universités naissent d'elles-mêmes, c'est-à-dire ce sont des créations spontanées. À Paris, on entend parler d'une communauté de maîtres étudiants, parce que Paris et Montpellier sont parmi les premières. Donc, Paris est le modèle, si vous voulez, que les autres universités vont suivre. Là, on est dans des 2 ans, des 5 ans. À ces moments-là, on chipote un peu là, sur laquelle est exactement la première. C'est que les premières sources qui nous en parlent sont très ténues. Et donc, la première source qui nous en parle d'une communauté de maîtres et d'étudiants. Rappelez-vous que les maîtres et les étudiants ne sont pas séparés. C'est le même monde. C'est en 1195 et c'est au moment où le roi Philippe Auguste va décider de donner aux maîtres et étudiants des conditions de vie convenables et garantir par des diplômes la qualité d'études qu'ils étaient en train de suivre. Et donc, va tracer les premiers jalons d'une voie d'ascension sociale à partir de l'enseignement et donc de l'éducation.
Le système donc d'organisation de ce type d'établissement ou d'institution, d'organisation de ces écoles va donc être défini selon deux grands principes. Le premier, c'est que le regroupement des maîtres et des étudiants en une communauté appelée universitas. Alors, je vous explique un peu, c'est que les maîtres et étudiants vont suivre le même chemin vont s'adapter, si vous voulez, au milieu urbain, là où elles sont les plus florissantes, et elles vont adopter le modèle qui est celui du modèle urbain. Rappelez-vous, je vous ai dit, c'est la corporation de métier, avec un apprenti, un valet et un maître. Donc, on va un peu calquer les communautés d'apprenants et d'enseignants sur le modèle des corporations de métiers et on va les appeler des corporations, des groupes, des communautés. Mais le mot universitas, qui est un synonyme de consortium, de communauté à cette époque-là, va en venir à être gardé par les institutions d'enseignement et c'est pour ça qu'on s'appelle aujourd'hui des universités. Universitas, à l'époque, ça veut dire toutes sortes de groupements, mais celui-là, la sémantique est restée et donc on appelle aujourd'hui l'université quelque chose qui était absolument spontané au 12e siècle. Mais ce qu'on veut, c'est que cette communauté, elle soit régie par des statuts, comme les statuts des cordonniers, qui règlent la vie commune au sein d'un système commun d'enseignement. Surtout un système commun d'examen. C'est-à-dire que ça reste assez libre, hein? C'est-à-dire que c'est des maîtres et des étudiants. La corporation, elle se met en branle, si vous voulez, lorsqu'il est question de faire passer les examens, exactement comme tous les autres métiers. Le deuxième principe, c'est celui d'une autonomie, ce que les autres métiers recherchent aussi, monopole, autonomie, que vont venir garantir 3 textes officiels à Paris. En 1200, un diplôme de Philippe Auguste, dont je viens de parler. En 1215, une confirmation d'existence par le légat pontifical Robert de Courson. Et en 1231, c'est là que le pape va se mêler, si vous voulez, de ce mouvement spontané d'éducation en allant le rechercher pour bien le tenir sous son contrôle, sous le contrôle de l'Église, et ça va être fait par une bulle qu'on appelle la bulle Parentientiarum, qui est émise par le pape Grégoire IX en 1231. Cette bulle, qui réglemente l'organisation scolaire dans les universités, va être reprise par toutes les autres universités qui vont naître en Europe et elles seront très nombreuses pendant la période entre le 13e et le 16e siècle. Donc, cette bulle, donc, on va la regarder, on va en lire un petit extrait, sans vouloir... alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette bulle? C'est qu'en même temps que le pape tient à contenir et à contrôler ces institutions d'enseignement, il le fait en confirmant les privilèges des maîtres et des étudiants et en leur donnant en faisant ce qu'on appelle dans l'historiographie l'extension du statut de clerc. C'est-à-dire en donnant aux maîtres et aux étudiants le statut de cléricature, et donc avec tous les privilèges que ça suppose. On va donc lire un peu l'extrait. Celui qui aura commis un crime, un étudiant ou un maître, qui aura commis un crime nécessitant l'emprisonnement, sera détenu dans la prison de l'évêque, interdiction absolue étant faite au chancelier d'avoir une prison particulière. Nous interdisons en outre qu'un étudiant soit arrêté pour une dette, alors que cela est interdit par des décisions canoniques régulières. Parce que si c'est un clerc, hein, on lui donne le statut de clerc, donc on ne peut pas l'arrêter pour dette. Ni l'évêque, ni son official, ni le chancelier ne devront prononcer de peine pécuniaire. Donc, même si on fait des fautes et qu'on est traduit en justice dans le tribunal de l'évêque, on ne sera pas soumis à payer une amende. Le chancelier ne devra exiger des maîtres auxquels il accorde la licence aucun serment, aucune marque de soumission et autres cautions, et ne réclamera pour cet accord aucune somme d'argent ou obligation, mais se contentera du serment indiqué plus haut. Ce qu'on voit ici, c'est que
pour octroyer la licence d'enseigner, ben souvent, on obligeait le postulant à montrer patte blanche ou à faire toutes sortes de choses qui n'étaient pas du tout du ressort de l'examen. Nous interdisons formellement que les étudiants se déplacent en armes. S'ils sont des clercs, bien sûr qu'on va leur interdire le port des armes, sachant qu'ils ne sont pas des templiers. Et que l'université défende ceux qui troublent la paix et l'étude, ceux qui feignent d'être étudiants sans fréquenter les écoles, on va en voir tout à l'heure, ni avoir de maîtres ne devront pas jouir des franchises des étudiants. Les franchises des étudiants, c'est donc ces privilèges dont on va doter tous les étudiants, tous les maîtres et étudiants. Sont des privilèges très importants. On compte par exemple le privilège du fort ecclésiastique, on en parle dans la bulle Parens Scientiarum, c'est-à-dire que quand un étudiant ou un maître devra être traduit en justice, ce sera au tribunal religieux, ce sera dans un tribunal religieux et non dans un tribunal public ou civique ou profane ou le tribunal du roi. On a l'interdiction de les arrêter pour dette, mais aussi on a une autre provision qui est dans la bulle Parens Scientiarum, mais que je n'ai pas choisi pour cet extrait, qui oblige les propriétaires à ne pas augmenter les loyers pour les maîtres et étudiants. Donc, toute la région de la Rive-Gauche, qu'on va voir qui va devenir vraiment le quartier des étudiants, on n'a pas le droit d'augmenter les loyers. Alors, l'organisation de cette institution, elle est en deux se divise administrativement en deux choses, les facultés et les nations. Alors, dans l'université, la plupart des universités vont suivre ce modèle. Ça va se répandre très, très rapidement. Mais il y a des universités très petites qui n'auront pas l'occasion d'avoir 4 nations. Mais ils vont avoir des nations. Les nations, c'est quoi? Ben, c'est que comme il n'y a pas beaucoup d'universités à l'époque, ben, les étudiants viennent d'un peu partout. Et donc, ils vont se regrouper selon leur lieu de provenance. Alors, les 4 nations de l'Université de Sherbrooke, l'Université de Paris, c'est la nation française, la nation normande, la nation picarde, la nation anglaise qui va devenir la nation allemande, c'est-à-dire de plus en plus qu'il va y avoir des Allemands qui vont venir à l'Université de Paris, ben, on va finalement les aménager avec les Anglais. Et chaque nation a à sa tête un procureur qui est élu parmi les maîtres, les professeurs principaux de cette nation, mais qui servent, si vous voulez, de truchement de la communication avec à la fois là, les instances supérieures de l'université, mais aussi avec l'extérieur, hein, comme représentants. Ça, c'est, je dirais, au niveau corporatif, parce que vous savez, la corporation, le regroupement en communauté, particulièrement en communauté jurée au Moyen Âge, c'est très, très important pour montrer son existence juridique. Mais on a aussi, bien sûr, des divisions académiques telles qu'on les connaît, alors que la nation a complètement disparu, les facultés, elles, sont restées. Et donc, la subdivision administrative et académique des universités, c'est la faculté. Alors, la faculté, il y a 4 facultés à l'Université de Paris. La faculté des arts équivaut à ce que nous, on appelle le baccalauréat. C'est d'ailleurs, ça se reflète encore dans certaines universités. Vous savez qu'à l'Université de Montréal, l'histoire relève de la faculté des arts. Donc, nous, ça s'appelle lettres et sciences humaines, mais dans bien d'autres universités, les sciences humaines sont encore appelées les arts. Bien sûr, vous vous rappelez que ces arts-là, ce sont les arts libéraux. Hein, c'est la version universitaire du trivium, du quadrivium. Et donc, ça, c'est ce qui, la faculté des arts, donc, correspond à notre bac. Il y a 3 facultés supérieures et dans la plupart des universités, il y aura cette division-là. Les 3 divisions, les 3 matières, disciplines qui sont jugées assez élevées pour faire partie de l'enseignement universitaire, donc du plus haut type d'enseignement. La faculté de théologie dans une société qui est aussi religieuse et cléricale que le Moyen Âge, la plus importante, c'est la faculté de théologie. La faculté de décret de droit, bien sûr, puisque le droit est devenu quelque chose d'extrêmement important au Moyen Âge, on l'a vu là avec le règne des Capétiens. Et la faculté de médecine. Alors, pour la faculté de médecine, c'était pas si évident que ça, parce que la médecine, jusqu'à l'avènement des universités, c'était considéré, même par un grand médecin romain comme Galien, comme un art, comme une technique.
Mais par le biais là, de cette transmission, cette traduction là, des traités arabes et des traités grecs vers le monde latin, ben, on va être capable de construire un modèle de médecine savante qui va être celui qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc, la médecine va obtenir ce privilège d'être parmi les hautes études, hein, du haut savoir, par le biais là, de cette large littérature médicale, Hippocrate, Galien, etc., etc., qui permet de dire que la médecine est basée sur des principes universels. Aristote. Alors, ainsi constituées, les universités présentent à peu près les mêmes rouages fondamentaux. Bon, même s'il y a parfois des modifications locales, c'est-à-dire des noms différents ou des aménagements, mais on voit que les termes qui sont utilisés pour décrire ces rouages-là nous sont très, très familiers. Le recteur, le chancelier, le conseil de l'université, les conservateurs des privilèges et des visiteurs, les nations, on n'en a plus, les collèges, on va voir tout à l'heure ce que c'est, les facultés, l'enseignement, les examens, les grades, vous êtes là on est dans ce qu'on connaît là, de façon très, très intime tous les jours dans notre parcours scolaire. Donc, bien sûr, les professeurs sont appelés, alors vous voyez ici Jean Gerson, qui est le chancelier de l'université, là, au temps de Charles V et Charles VI, un grand personnage. Je pense qu'on a peut-être déjà eu l'occasion d'en parler, mais sinon, pour dire qu'il est très présent là, sur la scène politique. En fait, c'est un intellectuel qui prend la parole sur à peu près tous les enjeux de son temps. Donc, un personnage important. Donc, les professeurs sont appelés maîtres régents. Et le cursus est divisé en deux types d'exercices pédagogiques. Alors, le premier exercice pédagogique, c'est peut-être l'ancêtre de notre cours, c'est la lectio ou lecture, et on en trouve deux types. Les lectures ordinaires sont celles qui font partie d'un programme déjà établi dans lequel on a l'obligation de lire tel livre. C'est donné par des maîtres régents, donc des professeurs réguliers, et on va exposer la matière de ces livres, on va lire ces livres, on va exposer la matière de façon à l'éclairer. Éclairer ce qui est obscur, synthétiser ce qui est trop prolixe, et donc ça va donner lieu à une méthode d'enseignement qu'on appelle le commentaire, c'est-à-dire le commentaire au texte. On va prendre un texte, on va commenter le texte. Les étudiants vont prendre des notes et on appelle ces notes-là des reportationes. Il y en a très peu qui ont été conservées. Les notes de cours sont très, très rares, mais on en a quelques-unes. En théologie, même en médecine, on a des reportationes d'étudiants qui ont suivi le cours. Les lectures extraordinaires, ce sont des lectures de livres qui sont essentiels à la discipline, mais qui ne sont pas dans le programme scolaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la prescription de ce qu'il faut savoir pour passer les examens, mais qui constituent des lectures intéressantes à poursuivre et sont souvent données par des bacheliers, c'est-à-dire des étudiants qui ont déjà obtenu leur licence et qui vont donner là, des cours. Ce sont généralement, vous allez le voir, les cours sont l'après-midi. Donc, premier type de pédagogie, premier exercice pédagogique, c'est la lectio, le commentaire avec les étudiants qui écrivent leur reportationes. Le deuxième type, c'est totalement différent, c'est-à-dire que là, on appelle ça la question disputée ou des disputes, peut-être vous avez déjà entendu le mot. Donc, la question disputée, c'est une question qu'on va poser d'abord. On va poser cette question et statuer une chose. Une autre personne va dire oui, certes, mais par contre, il faut considérer ceci, cela. On appelle ça le sed contra, mais par contre. Et une troisième personne, généralement le maître le plus important, le doyen, va statuer sur la question, prendre les deux positions, en faire soit une synthèse ou choisir une voie qui lui semble la plus importante. La question disputée, donc, c'est un exercice collectif. C'est toujours public.
L'intervention de l'audience est dans la question disputée simple, n'est pas toujours exigée, c'est-à-dire elle est facultative et il y a des questions disputées qui sont fermées, c'est-à-dire l'audience n'est là que comme spectateur. Mais dans les questions codlibétiques sont un petit peu plus complexes parce que on ne sait pas toujours la question à l'avance. Et là, on a la possibilité pour le public d'intervenir et de proposer des interprétations. Et donc, le set contra est beaucoup plus long. Mais c'est beaucoup plus dynamique, bien sûr, parce que tout le monde peut participer à définir là, le problème. La question sophismatique, on la retrouve très peu parce que c'est une question qui a été développée uniquement dans les facultés, les collèges anglais de physique. Et donc, il n'y a pas beaucoup, elle n'est pas très utilisée. C'est celle qui servent à dépister des sophismes. Mais donc, elle est pas très répandue au Moyen Âge, autre que dans des secteurs très, très spécifiques, notamment la physique du mouvement, et les mathématiques au collège de Merton à Oxford. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans un petit domaine. Alors, ça, c'est la méthode pédagogique qu'on appelle grosso modo la scolastique. Hein? C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle la scolastique, c'est cette méthode pédagogique des universités médiévales divisée en lecture, commentaires et questions disputées. Mais que dire donc, comment ça se déroule concrètement cet enseignement-là? Alors, la journée scolaire se déroule de la façon suivante. À 5 heures du matin, on a une première messe, parce que bien sûr, rappelez-vous, le pape, en prenant le contrôle donc de l'enseignement, déjà dans une société où la messe est très importante, mais bien sûr que ces gens-là qui ont reçu l'extension du statut de clerc doivent en retour vivre une vie religieuse cléricale. C'est pour ça l'expression des grands clercs, là, c'est des gens qui vivent selon les règles de la cléricature. Donc, on disait que à 5 heures du matin, donc il y a la première messe. À 6 heures, tout le monde est dans le réfectoire parce que on mange en fait à l'école. On amène sa propre bouffe. À 7 heures commencent les lectures ordinaires. Ces lectures-là, rappelez-vous, je vous ai dit que c'est les maîtres régents qui donnent les lectures obligatoires. Ça dure 4 heures. Les cours durent 4 heures. Ensuite, on a une récréation, un temps libre et le lunch. Ensuite, à 13 heures, on a des lectures extraordinaires. C'est celles qui sont données par les bacheliers. C'est encore 4 heures. Et à 17 heures, on a une messe de l'après-midi. Il arrive aussi que l'après-midi, on aura des questions disputées. Et c'est ce qui fait aussi que l'année scolaire, hein, le nombre de jours d'école par année, ça ressemble plutôt à ceci. Oh, pardon, je pense que je n'ai pas cette diapositive-là ne s'est pas affichée. Alors, je vais vous le dire. Donc, on ne va à l'université qu'environ 88 jours par année. Donc, vous voyez que c'est pas beaucoup. Le reste, pourquoi en fait? Parce que d'abord, il y a des journées de dispute intramuros, c'est-à-dire à l'intérieur même de l'université, mais souvent aussi entre deux universités, on va avoir des activités de dispute avec une autre université. Il y a aussi beaucoup de journées fériées au Moyen Âge parce que est férié la veille de la journée de la fête en question et le lendemain. Donc presque toutes les fêtes sont fêtées de la veille au lendemain. Donc, pendant ce temps-là, on n'a pas d'école. On commence l'année scolaire à la Saint-Luc, c'est-à-dire le 18 octobre. C'est d'ailleurs à peu près encore la norme en France. Et on termine à temps pour les moissons parce que la plupart des gens dans ces sociétés-là les bras sont nécessaires pour la période des moissons. Au Québec encore aujourd'hui, c'était jusqu'à tout récemment, en fait, c'était le cas là, dans les écoles classiques, on terminait pour que les élèves puissent retourner dans leur famille et s'occuper des moissons. Alors, l'université elle-même est gratuite, mais il faut payer pour les examens. Il faut payer les maîtres pour les examens.
c'est ce qui constitue leur seul salaire en quelque sorte. Ce qui rend les choses un petit peu difficiles hein, d'être un professeur à temps plein, si vous voulez, avec si peu de revenus. Et c'est pourquoi le pape va décider de permettre aux maîtres et même aux étudiants de mettre leur nom sur ce qu'on appelle les rôles. Les rôles, ce sont les rouleaux sur lesquels on met les noms de tous ceux qui sont passibles de recevoir un bénéfice ecclésiastique. Qu'est-ce qu'un bénéfice ecclésiastique? Bien, c'est une charge pour laquelle on obtient des revenus. Généralement, pour les étudiants et les maîtres, ce sont des charges qui demandent pas les ordres, c'est-à-dire c'est pas curé, c'est pas des gens qui vont dispenser des sacrements religieux, mais c'est des postes comme chanoine, diacre, sous-diacre, et qui vont permettre de générer quelques revenus pour les maîtres régents qui n'ont pas de salaire puisque l'université est gratuite. Dans certaines villes, à partir du 15e siècle, du 16e siècle, il y a des villes qui vont, pour s'assurer que des maîtres restent dans la ville, prendre en charge des salaires. Et dans quelques cas, notamment à Montpellier au 16e siècle, le roi de France va constituer un collège de quatre charges d'enseignants à l'université dont il va pourvoir les salaires. Donc, éventuellement, on aura graduellement des salaires pour les maîtres d'école, mais les maîtres régents, pardon, mais au début, ils n'avaient pas de salaire. Donc, ces maîtres compensent ce manque de salaire par les bénéfices ecclésiastiques, chantres, diacres, chanoines, qui leur donnent les revenus. Et le pape a fait en sorte qu'on peut être absent de ces bénéfices-là pendant 5 ans. Par exemple, si on est chanoine, à 300 kilomètres de Paris, ben on n'aura pas à se rendre à chaque fois au chapitre des chanoines tous les mois. On va pouvoir y aller seulement qu'aux 5 ans. Alors, la durée des études, pour les arts, donc le bac, c'est de 4 à 6 ans. Pour le droit et la médecine, c'est de 6 à 8 ans supplémentaires. Et ce qui est le plus long, c'est la théologie, qui est 15 ans supplémentaires aux 4 à 6 ans du bac. Donc, 15 ans où on doit commenter les textes et faire soi-même un recueil de sentences sur les écrits, les textes religieux. On voit ici un exemple de cours dispensés à la faculté de médecine dans Barthélemy d'Anglais, dont on a souvent parlé. Alors, bon là on a vu comment les maîtres pouvaient survivre là, à cette université de laquelle ils n'obtiennent aucun salaire, mais comment les étudiants, eux, font pour vivre? Alors, ils ont plusieurs alternatives là, pour survivre, et parce que en même temps, ils ont, bon, d'abord ils doivent payer un loyer, mais aussi, ils ont aussi des dépenses. Les dépenses principales, à part les dépenses de bouche, on parle des dépenses courantes de s'habiller et de se vêtir et de se nourrir. On a aussi des dépenses qui sont reliées aux études. À ce moment-là, c'est la cire, parce qu'on a besoin de chandelles. Si on veut étudier longtemps la nuit, il faut avoir de la lumière, et la seule lumière qu'on peut avoir, c'est des chandelles. Or, la cire et les chandelles coûtent quand même assez cher. Et il faut pouvoir avoir du papier pour recopier les livres. Alors, les livres sont disponibles selon un système qu'on appelle le système de la PCA. C'est-à-dire que on va avoir un libraire qui va avoir par devers lui les volumes nécessaires, surtout les lectures obligatoires, mais on a aussi des lectures extraordinaires, mais la plupart du temps, les lectures ordinaires vont se présenter sous forme de cahiers. Alors, quand vous regardez un livre, vous voyez hein, qu'il est divisé en petits cahiers qu'on a cousus ensemble. Eh bien, c'est libraire les découpent et donc on peut louer le cahier, le recopier, le ramener, prendre l'autre cahier, le recopier, le ramener, et c'est ce qu'on appelle le système de la PCA. Alors, donc, ça, c'est les dépenses auxquelles les étudiants ont à faire face, en plus de leurs dépenses de logement, de bouche et de se vêtir. Ils doivent donc obtenir là payer la cire et les livres, les cahiers qui sont loués par les stationnaires.
Alors, ils ont plusieurs alternatives dont ils vont se prémunir. Ils peuvent devenir précepteurs pour des enfants. Ils peuvent travailler dans l'industrie du livre eux-mêmes, puisqu'ils savent écrire. Donc, souvent, ils vont devenir copistes dans un atelier de confection de livres, ou même enlumineurs, pour ceux qui ont des talents d'illustrateurs. Ils peuvent recevoir des fonds de leurs parents, bien sûr. Les parents peuvent payer les études. On va voir que c'est souvent le cas. Ils peuvent bénéficier aussi d'une bourse ou être affectés à un collège, on va voir ça tantôt aussi, et ils peuvent aussi se tourner vers la criminalité, ce qui n'est pas rare, hein? La mendicité menant souvent à la criminalité. Et donc, il y a beaucoup d'anecdotes de l'époque sur les mœurs dissolues des étudiants, bien sûr. Euh, alors, ils peuvent d'abord se tourner vers leurs parents. Je vous ai mis ici un exemple de lettre parce qu'on en a retrouvé. On n'a pas pléthore, là, on n'a pas des gymnases pleins, mais on a quand même retrouvé quelques correspondances d'étudiants avec leurs parents pour vous donner un peu le ton. Très cher père, je n'ai denier, si fait à l'éture chère, je ne saurais étudier. Dans mon code, dans mon digeste, hein, ça c'est les recueils de loi, de ma prévôté 10 écus, et ne trouve homme qui me prête, je vous mande argent et salut, très cher père pour m'alléger, en la taverne, au boulanger, au docteur, au bedeau conclu, vins sont chers, hôtel, autre bien, je dois partout, j'ai grand métier, d'être mis hors de tel bien, cher père, veuillez moi aider, je redoute l'excommunier, si t'essuie, néo ni arrête. Alors, c'est un poème qui montre que ces types de correspondance aux parents qui demandent toujours de l'argent, puis le père qui répond, mais si tu vas à la taverne pour le dépenser, bien sûr que je vais arrêter de t'en donner. Euh, mais on verra tout à l'heure que c'est le leitmotiv là, des Goliards, là, des étudiants professionnels, si vous voulez, qui sont très répandus là, dans la ville de Paris, notamment au Moyen Âge. Alors, ils peuvent être précepteurs pour des enfants. Nicolas Lorraine, dont on a déjà parlé, là, qui était dans l'entourage de Charles V, qu'on a d'ailleurs souvent pensé qu'il était lui-même précepteur de Charles V, a été précepteur pour enfants là, pendant toute la durée de ses études. Donc, on a des exemples de ça. Ils peuvent travailler dans l'industrie du livre comme copistes ou comme enlumineurs. On a ici une image là, qui montre là, que c'est une véritable industrie, et notamment dans des villes universitaires comme Paris, mais aussi dans des villes où il y a des fonctionnaires royaux qui sont des grands amateurs de livres. Il y a beaucoup, beaucoup d'ateliers de copistes, beaucoup, beaucoup d'endroits où on fabrique des livres, où on copie des livres dans la ville de Paris. Et certains, bien sûr, je l'ai dit, doivent se tourner vers la mendicité. Alors, on a ici la complainte d'un étudiant mendiant. Je devrais passer mon temps à suivre des cours, mais la pauvreté m'oblige à aller aux portes des ecclésiastiques. J'en suis réduit à crier 20 fois de suite, la charité, mes bons seigneurs. Et l'on me répond le plus souvent, va-t'en avec Dieu. Je me transporte dans les maisons des laïcs, on me repousse avec force cri. Et quand on me dit par hasard, attends un peu, je reçois un morceau de pain détestable dont les chiens ne voudraient pas. Alors, c'est toute une littérature qui se développe autour du pauvre étudiant, de l'étudiant qui s'est déraciné de son foyer, qui s'est rendu dans une grande ville comme Paris et qui en est réduit à la mendicité pour continuer ses études. Et ce contexte, ces étudiants professionnels, comme on dit, ces étudiants, on les appelle les Goliards. Et ils ont développé toute une poésie qui est d'ailleurs maintenant étudiée là, en littérature. Souvent, quand on commence avec le Moyen Âge, on va aller voir les ballades de François Villon, par exemple, qui est un des grands exemples de cette littérature goliarde. On va en lire un extrait. Mais où sont les neiges d'antan? Tout aux tavernes et aux filles, il n'est trésor que de vivre à son aise, il n'est bon bec que de Paris. Et ce Bordeaux, rappelez-vous, je vous ai dit que les bordels, on les appelait les Bordeaux, où tenons notre estat, donc il habite dans un bordel, je crie à toutes gens merci, autant en emporte le vent, j'en cogne tout, fort que moi-même, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre, l'y laisserait là le pauvre Villon. Donc, encore une fois, des
thèmes, des topoi qui sont repris par ces Goliards. Alors, le Goliard, c'est quoi? C'est un clerc étudiant pauvre, le pauvre étudiant, en marge de l'Église, vivant de mendicité ou d'expédients, parfois au service de condisciples riches, et qui écrit souvent une littérature satirique, des poèmes satiriques. Et donc, les Goliards représentent par excellence le groupe des dévoyés, des contestataires, et sont considérés comme dangereux dans le livre de Jean-Louis Gaudelin. Alors, laissez-moi prendre quelques notes ici. Les Goliards, voilà. Et bien sûr, dans cette littérature goliarde, on parle beaucoup du bordel et de la taverne, l'endroit par excellence où sont les étudiants. Et là, on voit ici là, les plaisirs de la taverne. Alors finalement aussi, donc on a vu qu'il pouvait être réduit à la mendicité et donc en même temps aussi être tenté par la criminalité, mais ils peuvent aussi recevoir une bourse des collèges. Alors là, les collèges, on va voir ici un étudiant à la porte d'un collège. Les collèges, ce sont des fondations, ce sont des fondations qui offrent des bourses et des gîtes aux pauvres étudiants. Ce sont des fondations qui sont souvent faites par legs testamentaires, par des anciens étudiants soucieux de perpétuer les études. Ce sont souvent donc des membres de cette noblesse de robe dont on a parlé quand on a parlé de Charles V et de Charles VI, dont cette noblesse de robe, les valeurs qui la soudent, ce sont vraiment la perpétuation du groupe social par le biais des études universitaires. Et donc, on va fonder des collèges, on va dégager des argents pour payer des bourses, des livres pour des étudiants pauvres, généralement de la région d'où on vient. Le premier collège à Paris qui a été fondé, c'est en 1258 par un dénommé Robert de Sorbon. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'université de Paris 1 s'appelle la Sorbonne. En fait, c'est qu'elle est issue de ce collège, de ce premier collège qui était le collège de Robert de Sorbon. Par la suite, les collèges vont se multiplier et au 15e siècle, on en compte 38. Donc, entre 1258 et le 15e siècle, il y a eu 37 collèges qui ont été fondés dans la ville de Paris. Ils deviennent rapidement des pépinières pour la fonction publique, bien sûr, de fonctionnaires royaux, mais aussi pour le pape. Alors, parce que les 15 ans de théologie, il faut que ça serve à quelque chose, et donc, très rapidement, les collèges vont être prisés par les autorités publiques et ecclésiastiques pour y trouver des membres, y recruter des membres des fonctionnaires. Les collèges qui donc souvent sont associés à une maison, c'est-à-dire qu'on va faire une fondation d'une bourse, mais on va aussi donner une maison, et dans cette maison, éventuellement, on va même en arriver à dispenser des cours et à faire des disputes. Donc, c'est pour ça que ces collèges-là vont en venir à devenir des institutions d'enseignement, alors qu'au départ, ce ne sont que des bourses, que des établissements charitables. L'histoire des collèges est une préoccupation très récente. On en a peu parlé dans l'historiographie jusqu'à il y a une trentaine d'années. Le sens du mot collegium, c'était le même sens qu'universitas, mais le terme est resté à un système qu'on appelle encore collège. Mais au départ, collegium, c'était consortium, c'était universitas, c'était communauté. Donc au départ, c'est une communauté d'étudiants pauvres qui habitent une maison qui a été généralement léguée ou donnée par un donateur. Quelle était la vie dans ces collèges-là? On a, pour le savoir, très peu de choses. Mais on a souvent les statuts. Et dernièrement, les 3 plus grands collèges de la ville de Paris ont été, depuis les 20 dernières années, fait l'objet de monographies qui nous permettent de comprendre bien mieux ce qui s'y passait, parce qu'au-delà des statuts, bien sûr, il y a tout un mode de vie. Alors, le collège de Dormant-Beauvais, le collège de Navarre et un autre collège, donc Dormant-Beauvais, de Navarre, ont été étudiés. Je pense que l'autre, c'est le Robert de Sorbon. Par exemple, si on prend le collège de Dormant-Beauvais comme exemple, qui a été fondé par Jean de Dormant, qui était un avocat au Parlement, donc quelqu'un qui avait fait ses études de droit, et qui a décidé de perpétuer le groupe social par le biais là, de legs aux études.
il avait institué 24 boursiers qui venaient de sa ville natale, Soissons, 21 écoliers, un maître, un sous-maître et un procureur. Il laissait donc des fonds pour faire vivre cette communauté-là. Les boursiers devaient être approuvés par un comité et ils devaient être choisis parmi les plus pauvres, bien sûr. L'étudiant amène sa literie et on le fournit en vêtements et en chaussures. Il doit payer le vin, le bois, les chandelles. Il reçoit 40 sous à son entrée et ensuite 4 sous par semaine. Mais une absence de 5 mois cancelle la bourse. S'il est absent pendant 5 mois, il perd sa bourse. Donc, c'est assez avantageux d'être boursier. Et c'est une façon très répandue, là, de plus en plus il y a des collèges, plus on peut se prémunir là, de cet avantage. Et donc, voilà, vous avez quelques éléments ici, mais surtout ce que je veux vous montrer, c'est la carte. Donc, vous voyez que ce qui est en brun foncé, c'est ce qui est les collèges qui existaient avant 1300. C'est donc, vous voyez, la Sorbonne, le collège de Robert de Sorbonne, quelques autres collèges, le collège d'Harcourt. Ce que vous voyez en orange un peu plus foncé, c'est entre 1300 et 1350. Vous voyez que là, il y a un gros boom, là. C'est là que se fait un des gros booms. Ensuite, en orange plus pâle, c'est après 1350. Et tout ce qui est en rose, ce sont les édifices religieux. Donc, vous voyez que les collèges sont souvent contigus à des édifices religieux. Hein, parce que on est toujours dans ce contexte-là là, de cléricature. Alors, ce qui fait que, en quelque part, les universitaires dans la ville de Paris et dans la plupart des villes universitaires sont un groupe social clairement constitué qui manifeste ses besoins, ses désirs, ses impératifs, comme on le voit dans une ville comme Sherbrooke, qui est une ville universitaire, ou à Montréal, avec les très nombreuses universités qui sont là. Et donc, comment est-ce démographiquement, du point de vue du poids démographique, qu'est-ce que ça représente, les universités? Dans la ville de Paris, ben, la faculté de médecine, au 14e siècle, là, c'est parce qu'on fonctionne avec des rôles. Comment on sait ça? On regarde sur les rôles qui ont été soumis à la papauté, donc on n'a pas exactement tout le monde, là, mais c'est à peu près ça. 50 étudiants pour 30 mètres à la faculté de médecine. À la faculté de théologie, vous voyez que c'est beaucoup plus nombreux, 300 étudiants, 30 mètres. Faculté de décret, encore une grosse faculté, 200 étudiants, mais 10 à 15 mètres. Et là où vous voyez la faculté des arts, c'est 250 bacheliers et environ 2000 étudiants en arts. Donc là, très, très grosse, le baccalauréat est très, très... et il y a beaucoup, beaucoup de monde au baccalauréat. Et si on regarde ça avec la population parisienne, ben ça fait environ 10% de la population parisienne. Rappelez-vous que la noblesse constitue à peu près ça, 10%. Donc, vous voyez que c'est un groupe quand même assez important. Alors, on a vu là aujourd'hui l'éducation de ce qu'on peut en dire, ou le plus qu'on peut en dire. Bien sûr, on pourrait faire un cours de 45 heures sur ça, mais on a vu là, en règle générale, l'éducation au Moyen Âge, de la petite enfance à l'université. Alors, je vous remercie donc de regarder ces cours. Je vous rappelle aussi de les regarder, essayer de les regarder régulièrement, parce que je voudrais surtout pas que vous soyez pris à visionner là, des heures et des heures de cours à la dernière minute. Le cours sera mis encore une fois sur YouTube pour la période du cours de demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par courriel ou sur Facebook. Donc, je vous invite pour la semaine prochaine avec un cours, donc santé société et culture 2 sur santé et société. Alors, je vous remercie de votre attention, puis je vous souhaite une bonne semaine en santé. Portez-vous bien et restez zen. Au revoir.